Depuis plus de 50 ans, les représentations cauchemardesques de futurs possibles ont été une des tendances prévalentes du cinéma de science-fiction. Il semble pourtant paradoxal de voir les studios continuer de produire ce type de films et surtout de voir le public se ruer en masse dans les salles pour les voir. Car le cinéma hollywoodien est synonyme de divertissement et ces films n'offrent aucune échappatoire à nos ennuis quotidiens. Bien au contraire, ils nous emprisonnent dans des avenirs plus sombres et horribles les uns que les autres. Alors pourquoi aimons-nous ce genre de film et que nous raconte-t-il vraiment? L'archétype du roman post-apocalyptique est certainement Je suis une légende de Richard Matheson, publié en 1954. L'auteur imagine qu'un virus transforme la population mondiale en vampire. Le dernier des survivants, un certain Robert Neville, bénéficie d'une immunité naturelle à la maladie. Le jour, il parcourt la ville en quête de nourriture et recherche un remède à l'épidémie. La nuit, il se barricade dans sa maison et repousse les hordes de morts-vivants qui tentent de rentrer chez lui pour le tuer. Le livre de Matheson a été officiellement adapté à 3 reprises au cinéma. La version la plus fidèle est celle de 1964, dans laquelle le personnage principal, renommé Robert Morgan, est incarné par Vince Price. 7 ans plus tard, dans Le Survivant, c'est Charlton Heston qui devient à son tour le dernier homme vivant sur Terre. Mais cette fois-ci, l'humanité a été décimée par l'utilisation d'armes biologiques, et en lieu et place de vampires, notre héros affronte une secte d'albinos, se faisant appeler la Famille. En 2007, c'est Will Smith qui endosse le rôle pour le réalisateur Francis Lawrence. Cette adaptation, la première à porter le même titre que le roman, a pour théâtre un New York désolé, dans lequel Neville affronte des créatures possédant les capacités à la fois de vampires et de mutants albinos des 2 versions précédentes. Chacune de ces adaptations se distingue des autres en reflétant les idées politiques et sociales propres à leur époque. Mais elles ont en commun de nourrir le fantasme morbide de la survie dans un monde dévasté et en proie au chaos. On remarquera que les histoires post-apocalyptiques connaissent le succès au cinéma au moment du déclin du western, un autre genre où les protagonistes font régner une justice sommaire dans des terres sauvages et non civilisées. Au cours des 2 dernières décennies du XXe siècle, nous avons pris conscience que notre technologie peut nous détruire. En pratique, on a basculé du rêve nostalgique d'une époque plus simple, où l'individualisme et la violence régnaient en maître, au profit d'un futur où l'humanité doit survivre à une catastrophe technologique qu'elle recrée. L'apogée du monde post-apocalyptique, c'est la saga Mad Max du réalisateur George Miller. En 4 décennies et autant de films, il entraîne le monde toujours plus loin dans la folie et l'anarchie. Dans le premier film, sorti en 1979, Max, interprété par Mel Gibson, est membre de la police routière dans une Australie en proie au chaos. Dans le second volet, sorti en 1981, la société telle que nous la connaissons n'existe plus, et Max devient malgré lui le protecteur d'une petite communauté menacée par les assauts d'une meute de pillards. En 1985, dans Au-delà du dôme du tonnerre, on retrouve Max aux prises avec une bande de gladiateurs à Batterton, campement établi au milieu du désert. 30 ans plus tard, en 2015, Miller réalise un 4e opus, Mad Max Fury Road. Max erre dans un futur encore plus dévasté et s'associe à un groupe de femmes en révolte contre un horrible dictateur nommé Immortan Joe. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. La destruction de la société dans Mad Max est progressive, chaque film amplifiant les angoisses de l'époque à laquelle il a été réalisé. Le premier opus, tourné au moment des chocs pétroliers de 1979, reflète une peur croissante de l'épuisement programmé des ressources naturelles. Alors que le réchauffement climatique est plus que jamais d'actualité, Fury Road imagine un futur dans lequel l'eau est devenue la substance la plus précieuse sur Terre. Collectivement, les films Mad Max peignent un avenir toujours plus sombre, mais non dénué d'espoir. C'est en partie ce qui explique le succès des films. À la fin de Fury Road, les alliés de Max, menés par l'intrépide Imperator Furiosa, remplacent Joe à la tête de la communauté.
laissant imaginer que cette fin du monde pourrait s'avérer être un nouveau départ. De fait, la renaissance est un motif récurrent des films dystopiques, bien que dans certains cas, la résurrection ne se fasse pas sans sacrifice. Dans Robocop, de Paul Verhoeven, on découvre un Détroit en pleine déliquescence. Afin de permettre la construction de son nouveau complexe Delta City, la société OCP prend le contrôle de la police locale et commence à remplacer les policiers humains par des robots. Ils utilisent le corps d'un policier décédé pour en faire un monstre de Frankenstein mécanique baptisé Robocop. Celui-ci est programmé pour protéger les innocents, mais aussi ses maîtres cupides au sein de l'entreprise. Vous êtes un produit de l'omnicartel des produits, il vous est donc interdit d'agir contre vos maîtres. Cependant, ces derniers n'avaient pas prévu que Robocop retrouverait son humanité. En donnant à voir un futur dominé par des compagnies irresponsables, Paul Verhoeven dessine une monstrueuse extrapolation de l'ère Reagan où la cubilité est glorifiée et qui est toujours malheureusement d'actualité aujourd'hui dans les pays occidentaux. On commence quand? Dès qu'un pauvre type se sera fait descendre. Lors de sa première patrouille, Robocop sauve une jeune femme attaquée par plusieurs hommes à l'ombre d'un gigantesque panneau publicitaire qui clame fièrement « Delta City, la lueur d'espoir du futur ». Je n'ai jamais eu aussi peur. Merci. Merci. Cette publicité revient tout au long du film. Pourtant, le futur tel qu'il est montré dans Robocop ne recèle que misère, décrépitude et exploitation. Robocop est loin d'être le seul à opérer un monstrueux mariage entre l'homme et la machine. Dans Blade Runner, film noir futuriste de Ridley Scott, Rick Deckard, un flic marginal, traque les réplicants, des formes de vie artificielles presque impossibles à discerner des humains, dans un Los Angeles dévasté sur le plan environnemental. Une vie nouvelle vous attend dans les colonies de l'espace. Dans le 2019 fictif de Blade Runner, le soleil ne brille jamais et la pluie tombe sans cesse. Hormis leur force surhumaine, rien ne distingue les réplicants des humains ordinaires, ce qui soulève des questions à la fois éthiques et philosophiques sur la nature de leur existence. En un mot commençant, ils sont les esclaves de l'entreprise qui les a créés, la Tyrell Corporation, tout comme Robocop est l'esclave de l'OCP. Le commerce est notre seul but chez Tyrell, plus humain que l'humain est notre devise. Une autre forme d'asservissement apparaît dans Matrix, sorti en 1999. Lorsque nous rencontrons pour la première fois Neo, c'est un simple programmeur informatique à la vie bien rangée. Tout change le jour où il reçoit un coup de fil de Morpheus, qui révèle la vérité à Neo. Au terme d'une guerre dont nous sommes sortis perdants, les machines se sont mises à nous cultiver comme des légumes pour exploiter notre énergie bioélectrique. Le monde de Neo n'est en fait qu'une immense simulation informatique dont le but est de préserver l'ignorance docile des humains, inconscients de leur statut de pile électrique vivante. La matrice est universelle. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. La matrice n'étant qu'une simulation de la réalité, Neo et ses compagnons peuvent en modifier les règles afin d'augmenter leur capacité au combat à l'aide de simples programmes informatiques. Lorsque le film est sorti en 1999, les effets spéciaux, comme le fameux Bullet Time, sorte de travelling circulaire autour d'un personnage au ralenti extrême, eurent un succès phénoménal. Mais ces effets numériques cristallisent également une fascinante contradiction au cœur même du film. En dépit de sa méfiance vis-à-vis de la technologie, Matrix en est totalement tributaire. En tant que programmeur, Neo pense utiliser son ordinateur pour améliorer sa vie. Mais dans Matrix, c'est l'inverse. Les machines utilisent les humains pour améliorer leur existence. Lorsque les Wachowski énoncent cette idée en 1999, la société est sur le point de basculer dans une ère nouvelle, celle du tout numérique. 20 ans plus tard, nous avons fusionné avec cette technologie d'une manière que l'on pourrait presque qualifier d'alarmante. Et le cauchemar des Wachowski, celui d'un asservissement de la population à ces machines, n'a jamais paru aussi proche. Tiens, par simple curiosité, combien de fois avez-vous interrompu la lecture de cette vidéo pour regarder votre smartphone ou checker vos mails? Ray Bradbury,
auteur de nombreux classiques de science-fiction comme Fahrenheit 451, se plaisait à dire que s'il prophétisait des futurs sombres, c'est dans l'espoir que ses livres poussent le monde à lui donner tort. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle nous allons voir ces récits dystopiques. Ces histoires ne sont pas là uniquement pour nous aider à voir nos pires craintes, mais pour nous encourager à réagir. Et c'est bien ce qui donne à ces films tout leur intérêt. Nous rappeler que notre fin, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, peut survenir à tout moment, et que si nous n'y prenons pas garde, le pire peut arriver.